Et donc Rome, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, rien, ça ne devient plus rien. À un moment donné, au IXe siècle, il y a des pèlerins rhénans de la Rhénanie française, c'est-à-dire des Alsaciens. Gibbon les décrit comme des pèlerins rhénans, mais ce sont ce qu'on appellerait nous des Alsaciens. Ils vont en pèlerinage à Rome et ils sont complètement affolés par ce lieu misérable. La voirie n'est plus entretenue. Les Romains, 5 siècles après, ne savent même pas ce qui s'est passé dans cette ville. Les monuments sont détruits, mais ce n'est pas Alaric qui les a détruits, c'est les Romains, avec les fabricants de chaux qu'on appelle les chaux-fourniers, qui se sont servis pour construire leurs cahutes des monuments romains. Vous voyez? Et plus tard, au XIVe siècle, le grand poète toscan Pétrarque qui avait fait ses études à Carpentras, c'est lui dont la fiancée mythifiée, c'était Laure. C'était un grand poète, comme Dante, un peu avant lui, avait eu comme fiancée mythifiée Béatrice, si je ne me trompe. Hein. C'est Béatrice, voilà. Ah, non. Et Pétrarque, qui est un Italien, si on veut, qui passe à Rome, mais qui n'est pas de là, et qui voit ça, il est stupéfié par la stupidité des Romains, qui ne savent même pas ce qu'était leur ville quelques siècles avant. Après les Ostrogoths, la péninsule passe aux mains des Byzantins, puis des Lombards, puis des Normands, puis des Français, puis des Catalans, qui à un moment donné possédaient, plus de la Catalogne, ils possédaient l'Italie du Sud et la Sicile, et une trentaine de petits États. Et vous savez quand est-ce que l'Italie est devenue l'Italie? En 1871 seulement. Ça fait pas longtemps, hein? Et entre-temps, en 60, ils nous avaient lâché Nice, Menton et les Savoies. Donc Nice, Menton et les deux Savoies sont français depuis encore moins longtemps que nous. Le déclin et la chute de l'Empire romain d'Orient. Est-ce que vous avez des questions déjà sur l'Occident? Ça va? Bon, il est connu sous le nom d'Empire byzantin, du nom d'ancienne ville grecque qui s'appelait Byzance. Et vous avez compris, Byzance, Constantinople, Istanbul. Voilà, ça, on comprend ça tout de suite. Et nous, les Byzantins, c'est nous qu'on les appelle les Byzantins. Mais eux, ils s'appelaient l'Empire romain grec, ou l'Empire grec d'Orient. Ils s'appelaient comme ça. Le mot de byzantin a été inventé a posteriori. Rome, si l'on compte de sa naissance mythique à sa chute, ça a duré 12 siècles. Mais Byzance, ce sont des siècles bien attestés. 330, 1453, ça fait 11 siècles. La France, nous sommes la France depuis 987, donc ça fait à peine 1000 ans que nous sommes la France. Et, vous voyez? Bon, alors l'histoire de Constantinople a été longtemps ignorée par le grand public, peut-être même maintenant. Moi je sais qu'il y a 50 ans, on n'en parlait presque pas de Constantinople. Enfin, oui, voilà. Il y avait quelques érudits, des vrais érudits, pas comme moi. Moi je suis un vulgarisateur. Je ne suis pas l'érudit. Donc, il y avait quelques érudits qui s'affrontaient dans des querelles forcément byzantines. C'est ça qu'on dit querelle byzantine, c'est quand on se cherche l'oise pour des pécadilles, quoi. Et donc, lorsque la chute de Rome fut effective, d'abord ils s'en foutaient, et eux, les Byzantins, ils héritent de quel territoire? Eh bien, vu que Rome est occupée par des barbares, que la France actuelle est occupée par les Francs, les Visigoths sont en Espagne, les Francs sont aussi en Angleterre, ben il en reste la même chose, sauf l'Europe. C'est-à-dire que ça va de la Grèce, ça fait le tour par le Moyen-Orient et jusqu'au Maroc. Ils ont ça quand même, les Byzantins. Et
dont le siège est à l'actuel Istanbul, c'est-à-dire dans le petit morceau de Turquie d'Europe actuelle. Hein. C'est Constantin qui a fondé la ville. Il a adhéré au christianisme, mais il ne s'est jamais converti. Pourquoi? Parce qu'il avait encore les 3/4 des peuplades qu'il allait conquérir, qui étaient des animistes, et donc il voulait pouvoir parler avec toutes les religions. Voilà, hein. Donc, sa maman à Constantin, c'est Hélène. Et c'est pour ça que la ville d'Elne, chez les Grecs byzantins, c'est Elne. Et la salle, Helena. Et les Romains, ensuite, ça a été Illibéris. Donc, à la suite de Constantin, et pendant tous les siècles qui vont suivre, il y a eu 11 dynasties. Si ça vous intéresse, un jour vous allez sur Internet, vous verrez les 11 dynasties qui ont réuni 105 empereurs. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais là, pareil, c'est pareil qu'à Rome. Et parmi ces 105 empereurs, il y a eu 3 impératrices. Je ne parle pas des impératrices mariées avec un empereur. Ça, il y en a eu une centaine. Mais des impératrices qui gouvernaient seules. Soit parce que leur père était décédé sans garçon, soit parce que leur mari était décédé. Et qu'elles avaient un petit garçon qu'il fallait attendre qu'il ait 10 ou 15 ans pour régner. Et là, il y a eu des grandes dames. Hein. Il y a eu d'abord Irène, dont on reparlera, à la fin du 8e siècle. Et puis il y a eu Théodora et sa sœur Zoé au 11e siècle. Voilà. Donc, cet empire a eu des controverses, mais vraiment byzantines. Quoique une, pendant l'impérium d'Irène, c'est-à-dire pendant le commandement d'Irène, des fondamentalistes, les iconoclastes, c'est-à-dire que ceux qui sont contre les images, les représentations de Dieu et des saints par des images, ils sont contre. Ils étaient inspirés par l'islam, qui venait de triompher en 642 sur tout le pourtour méditerranéen. Donc il ne fallait pas représenter Dieu, ses saints. Il fallait faire que des arabesques. Et l'impératrice Irène, elle est iconophile. Elle est pour les icônes. Et là, elle va être submergée. Mettons vers 800. Allez, à 800. Elle est submergée, mais elle a l'aide. Qui était empereur d'Occident en 800? Charlemagne. Charlemagne, il vient à l'aide d'Irène et fait triompher l'iconophilie. Les iconoclastes sont battus. Mais Irène, c'est une... Vous avez son portrait sur le document. C'est une femme qui va pratiquer ce qu'on appelle l'irénisme. Vous verrez ce mot qui est revenu depuis 2 ou 3 ans en France. L'irénisme, c'est une gouvernance lisse, sans problème, qui cherche l'arrangement avec tous. Mais ça, il faut être subtil pour faire ça. C'est pas un président de la République qui décide de fuir les problèmes qui peut faire de l'irénisme. Hein. C'est pas pareil. Hein. Vouloir fuir et puis faire de l'irénisme. Hein. Vous voyez. Donc, et Voltaire, en 1778, quelques mois avant sa mort, il m'enseigne une pièce de théâtre qu'il appelle Irène. Et dans cette pièce de théâtre, il est mourant, hein, mais bon, il est déjà assez âgé quand même, il faut dire. Hein, il est mourant et il vient même dire quelques vers. Il veut représenter en quelque sorte un gouvernement humaniste et lisse, tel que le rêvaient les philosophes du XVIIIe siècle qui ont fondé la maçonnerie. Hein. Humanisme, lisse, tout ça, hein, quelque chose de bien, une pierre lisse. Et Irène, l'interprète qui la joue, à un moment donné, elle a ce petit sextet. 20 fois il a suffi pour changer tout l'état de la voix d'un pontife ou du cri d'un soldat.
nous avons vu passer ces ombres fugitives, fantômes d'empereurs élevés sur ces rives, tombant du haut du trône en l'éternel oubli, où leur nom, d'un moment, se perd enseveli. Donc, il fait dire à Irène, mais 1000 ans plus tard, ce qu'elle n'a peut-être pas dit, c'est-à-dire que tout s'effondre rapidement à cette époque. Donc, c'est un personnage attachant. Un autre type de confrontation après cette querelle des images, dont bien sûr, ça vous fait penser à des choses, hein, la représentation de Dieu ou pas. C'était les citoyens. Comme à Rome, ils avaient un statut privilégié, surtout que Byzance était encore plus riche que Rome, dont là, ils ne travaillaient pas du tout. Hein. Et ils avaient des honneurs, toute une kyrielle de décorations, d'honneurs, d'avantages, de rentes, tout ça, qui étaient donnés par l'empereur, tout ça. Ça descendait jusqu'au palefrenier, qui avait des... Et donc, il fallait mettre un peu de piment dans un empire de 1100 ans où il ne se passait rien. Donc, les citoyens byzantins étaient divisés depuis leur naissance, de par leurs parents, en deux clans adverses. Mais ils n'avaient rien l'un contre l'autre. La preuve, c'est que pour être adverse, on naissait vert ou on naissait bleu. On était dans le camp des verts, on était dans le camp des bleus, sans savoir pourquoi, et depuis toujours. Ce qui permettait, dans les stades et dans les arènes, de faire deux équipes différentes, des engueulades, des barrages. Et je pense que cette dualité entre le vert et le bleu, on le retrouve dans certains proverbes occitans qui disent « Bertie Blue me foutait du tout ». C'est-à-dire que ça ne va pas ensemble. Mais si, dans les robes d'été, ça va très bien ensemble. Hein. Les robes d'été rayées, bleues et vertes, c'est magnifique. Mais c'est de là que ça viendrait, d'après des... Ça viendrait de là, que le vert et le bleu ne vont pas bien ensemble. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font de plus? Oui, une autre querelle qu'ils ont, c'est la querelle qu'on n'a pas résolue à l'époque, mais pour eux, ça leur entretenait l'esprit. La querelle sur le sexe des anges. C'est eux qui ont cherché cette querelle. Bon. L'Empire byzantin est riche. Il y règne l'opulence. C'est Byzance. Quand on dit, c'est Byzance. Et voilà. Il va s'enrichir encore plus tout au long du XIIe siècle avec les croisés. Vous savez qu'il y a eu 7 ou 8 croisades. Et les croisés, Jérusalem était leur point de ravitaillement, de repos et tout ça. Et en plus, bien sûr, les Byzantins, de quoi servaient-ils aux croisés? De banquiers. Des tout usuraires. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'argent pour aller jusqu'à Jérusalem, on leur prêtait l'argent. Mais des taux usuraires, et on saisissait leur château en France ou ailleurs. Et au XIIe siècle, l'Occident est pauvre, sombre et arriéré, et Constantinople étincelle de 1000 feux. Les croisés, eux, ils sont bien quand ils sont à Constantinople, ils prennent l'habitude d'y stationner de plus en plus longtemps. Tant et si bien que, en 1204, lors d'une période de succession difficile entre deux empereurs, ils prennent le pouvoir. Mais sans combat ni rien, en disant, bon, on va vous aider, on va prendre le pouvoir un petit peu, le temps que vous trouviez le nouvel empereur. Mais il va y rester 60 ans, sous le nom de Empire romain d'Orient. Empire latin d'Orient. Et pour ne pas rompre la succession des empereurs, ils poussent même la complaisance jusqu'à se donner des noms d'empereurs byzantins. Parce que les empereurs byzantins, c'était vraiment des noms un peu bizarres, hein, et eux, ils continuent à se donner les numéros et les noms. Mais ce ne sont pas des Byzantins, ce sont des Français ou des Italiens. Et donc, bon, à la fin, ils finissent par partir. Quelques années plus tard, vous voyez, c'est le début de la fin aussi, là, en 1302, un aventurier catalan, de Lloret de Mar,
Parce qu'il y aurait des mares, si vous ne restez pas sur la côte à touristes, vous rentrez dans la ville et vous commencez à monter dans les vieilles maisons, il y a des inscriptions épigraphiques du XIVe siècle. Hein. Donc, et donc un aventurier de Robert de Lorette-des-Mares, Roger de Flore, séduit la nièce de l'empereur. Et il était à la tête d'une compagnie un peu de, comment on peut dire ça, de sauvages, hein, catalans, de mercenaires sauvages catalans, des Almogavars, comment dire, ils se battaient comme des kamikazes dont personne ne pouvait leur résister. Et donc, il séduit la nièce de l'empereur et il se fait nommer mégaduc. Mégaduc, grand-duc, mégaduc, grand-duc, numéro 5 de l'Empire. Mais après, la nièce rompt avec lui, l'empereur le chasse, mais en lot de consolation, l'autorise à s'emparer de la Grèce, de la vieille Grèce. Et donc il va rester là pendant 30 ans, dans une région de Grèce qu'on appelle la Morée. Voilà comment ça se passait à l'époque. À la fin du XIVe siècle, grignoté de toutes parts, ça commence à aller mal pour Byzance. La situation se désagrège. Les Byzantins, vous savez ce qu'ils avaient fait pour se faire de l'argent sur la faim? Et là, c'est là-dedans, hein. Ils avaient permis à des colonies génoises, vénitiennes, padanes de Padoue et d'autres de s'installer et d'exploiter en pleine propriété le port de Constantinople. C'est comme nous, supposons qu'on louerait l'aéroport de Toulouse à des Chinois. Hein, voilà. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, voilà. Eh bien, eux, ils avaient fait ça. Mais lorsqu'il va y avoir, là, c'est comme une privatisation, quand il va y avoir l'assaut final, ces gens-là vont se mettre du côté des plus forts. Or, les élites, les nobles, les savants et les artistes quittent le pays en perdition. Ils sentent que c'est la fin. Et vers où ils vont? Vers la France et l'Italie. Et quand je dis artistes, savants, élites, qu'est-ce qu'ils vont permettre à la fin du XVe siècle en France et en Italie? Ils vont apporter des connaissances et permettre la Renaissance. C'est ces gens qui ont quitté Constantinople qui vont faire ça. Donc, en mai 1453, les 270 000 Turcs du sultan Mehmet II, submergent les 5 000 derniers défenseurs de la ville, du dernier empereur, Constantin XI, paléologue. Il y avait la famille des paléologues, la famille des Comnènes, des familles des Doukas, des dynasties comme ça. Hein. Et c'est le deuxième et dernier épisode de la chute de l'Empire romain qui aura duré, en comptant ces deux versions, 22 siècles. Presque autant que l'Empire égyptien qui en a duré 25. Et mais je suis dans le temps, c'est incroyable ça. Alors là, hein, revenons au sac d'Alaric en 410. On s'est éloigné. Et je vais terminer par une longue citation de Saint Jérôme. Saint Jérôme, né en Dalmatie vers 350, est mort à Bethléem en 420. Oui, Bethléem, c'est une ville qui n'a pas servi qu'à faire naître le Christ. C'est une vraie ville qui a continué d'exister après ça. Et donc, il était un docteur de l'Église. Alors, ces docteurs de l'Église, il y en a actuellement. Je me suis penché là-dessus parce qu'il y en a actuellement 36. Le premier qui a été nommé, c'est Augustin d'Hippone, Saint-Augustin. Hippone, c'est Bonne, c'est un abat, Algérie. Augustin, Saint-Augustin. Le deuxième, c'est le pape et l'évêque Ambroise de Milan. Et le troisième, c'est Saint Jérôme au IVe siècle. Et puis en tout, il va y en avoir 36. On verra s'il y a eu des femmes dedans.
dont il est docteur de l'Église, c'est lui qui a écrit la Bible en latin. Ah oui, qui l'a traduit. Cette Bible en latin, qu'on a tous entre les mains, la Bible, hein, c'est-à-dire la partie hébraïque, puisque le reste, ça s'appelle les évangiles. Il faut jamais dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça ne se dit pas parce qu'il y en a qui ne croient pas au Nouveau Testament. Donc il faut dire la Bible pour la partie hébraïque et les évangiles. Et donc il traduit dans la Bible hébraïque sous le nom de la Vulgate. Ce qu'on en met, c'est la Vulgate, qui veut dire la divulguer. Il a été le premier à défendre la possibilité pour les femmes d'avoir une vie consacrée et a fondé à Bethléem un monastère mixte avec l'aide de Paula, une noble et riche romaine. Et la nouvelle du sac de Rome en 410 lui parvient avec 3 semaines de décalage, bien sûr. Il faut quand même que les chevaux arrivent. Et voilà ce qu'il dit. Voilà que tout d'un coup m'arrive la nouvelle. Ah oui, les femmes docteurs de l'Église. Au XVIe siècle, il y a eu Thérèse d'Avila. Au XIVe, mais nommée après Thérèse, c'est-à-dire on a nommé avec 200 ou 300 ans de retard, Catherine de Sienne. Au XIXe, Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, et nommée au XXIe siècle, il y a 3 ans, mais native du XIe siècle, une que notre sœur Odile doit connaître, Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen, poétesse, musicienne, etc. Tout ça. Donc, et à ce jour, il y en a 36, dont 4 femmes. Donc voilà ce qu'il dit quand il apprend le sac de Rome par les Visigoths. Voilà que tout d'un coup m'arrive la nouvelle. Quantité de nos frères sont morts lors du siège de Rome. Je fus plongé dans un tel abattement que je ne songeais plus jour et nuit qu'au salut commun. Suspendu entre l'espérance et le désespoir. Vous allez voir comment il décrit Rome. Mais quand la lumière la plus éclatante sur la terre se fut éteinte, quand l'Empire romain fut coupé dans sa capitale, quand, pour parler plus exactement, la terre entière périt avec cette seule ville, je suis resté muet et je me suis humilié. Je me suis humilié, donc je me suis prosterné. Qui eût pu croire que Rome, dont tant de victoires remportées sur tout l'univers constituaient les assises, s'écroulerait? Que toutes les côtes d'Orient, d'Égypte et d'Afrique seraient encombrées de quantités de nouveaux esclaves, hommes et femmes, appartenant à la ville qui était il y a peu maîtresse du monde. Que Bethléem la Sainte recevrait chaque jour, réduit à la mendicité, des hôtes des 2 sexes autrefois nobles et comblés de tous les biens. Comme nous ne pouvons les secourir tous, nous gémissons avec eux, nous unissons nos larmes aux leurs. Et je termine par une citation d'Aldous Huxley, celui qui, au début du XXe siècle, en 1932, a écrit le livre d'anticipation négative, Le meilleur des mondes. À ne pas confondre avec le même livre d'anticipation négative, mais beaucoup plus noir, 1984 de George Orwell. Dans Le meilleur des mondes, Huxley décrit, comment dire, des gens qui sont complètement téléguidés, manipulés, en douceur, par un gouvernement qui leur donne tous les biens de consommation qu'ils veulent. Mais ils sont débilisés. Oui. Et ils chantent toute la journée en se promenant dans des jardins, tout ça. Oui. Bon, vous avez vu des petits trucs de ça, hein, dans la télévision des fois. Et par contre, dans 1984 de George Orwell, qu'il a écrit en 1949 à Barcelone, c'était l'ancien des brigades internationales, là c'est noir. C'est noir de noir. Les gens sont des esclaves,
ils doivent travailler X heures par jour dans des usines et ils sont ignares, illettrés, ils sont redevenus barbares et ils ne possèdent qu'une langue de 300 mots. Bizarre. Et cette langue de 300 mots s'appelle la Noflang. En plus, vous voyez, agrégé un V suivi d'un L, c'est la Noflang. Eh bien, nous on parle du premier, en douce du clé, l'abrutissement en douceur, quoi. Et donc il nous dit, c'est la fin, le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne. Voilà. Merci de m'avoir écouté.